mardi 6 mai. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé à la une de l'actualité. Plus de 2 400 000 passagers en 2024, le fret en hausse, ADT maintient le cap et investit pour améliorer l'accueil des voyageurs. Le bilan dans un instant. Un calendrier de discussion annuel est désormais inscrit dans la loi. Objectif, instaurer un dialogue régulier entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique. Une mesure adoptée ce matin à l'Assemblée. Un texte parmi d'autres sur lesquels nous reviendrons avec notre invité, le représentant du Tavini, Huiratira Temat Le Gaïk. Nous nous attarderons notamment sur la modification du Code de la concurrence adoptée. À Rayatea, les produits bruts du terroir laissent place aux créations locales. Le Matete fénois met l'agrotransformation à l'honneur cette année avec plus d'un exposant sur deux concernés. Une tendance forte qui valorise la production locale et limite le gaspillage. L'heure est au bilan à l'aéroport international de Tahiti, FAA. Après une année record en 2023, le trafic se stabilise. Le gestionnaire compte sur les nouveaux aménagements réalisés ou en cours pour maintenir la dynamique. Qu'en pensent les usagers et quelles sont leurs attentes? Élément de réponse avec Sophie Gebel et Tauhiti Tonia Moussan. Après une année record en 2023, la fréquentation se stabilise en 2024 pour les 4 aéroports gérés par ADT, avec plus de 2 400 000 passagers. Près de 70% d'entre eux viennent des îles et 31% de l'international, principalement en provenance de Los Angeles et de Paris. Le fret, lui, avec plus de 12 800 tonnes, augmente de 8%. Une bonne dynamique générale pour le directeur d'ADT. On fait quasiment 1 700 000 passagers sur Tahiti FAA, on est à plus de 380 000 passagers sur Bora Bora et plus de 300 000 sur Rayatea et plus de 100 000 sur Anguirua. Donc oui, les chiffres sont bons, donc la dynamique est stable, donc on peut s'en féliciter. Côté perspective, malgré une légère diminution du trafic de passagers pour les 3 premiers mois de l'année, le gestionnaire reste confiant pour cet été 2025. Sur l'international, en effet, on a des augmentations de fréquences de la part des compagnies, Air Tahiti Nui, Air France, et c'est vrai que même aussi sur la dimension domestique, puisqu'il y a Air Moana qui ouvre 2 nouvelles destinations, donc c'est vrai que l'agrégation de tous ces éléments nous font penser que oui, on devrait avoir un été qui sera supérieur à celui de l'année dernière. Un trafic aérien et de passagers, mais aussi des investissements en cours et à venir pour le confort des passagers. Un confort grandement amélioré selon les usagers qui espèrent tout de même quelques améliorations. Je pense pour l'instant que ce n'est pas suffisant, surtout dans la salle d'accueil. On se plaint et j'entends beaucoup de passagers qui se plaignent du fait qu'il fait trop chaud. C'est vrai qu'il y a beaucoup de services qui sont ouverts maintenant, qui sont à la disposition des passagers. Tant mieux, et là je ne me plains pas de ce côté-là. Il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport aussi au niveau des endroits où on peut déjeuner ou dîner ou prendre... Avant on ne pouvait pas. Pour les voyageurs au niveau des départs, tout ça, franchement c'est juste que l'amélioration est bien faite, mais c'est qu'aujourd'hui on est dans un climat qui est chaud. Et puis intérieurement quand tu prends l'avion, c'est énormément chaud. Même à l'intérieur, tu n'as pas des endroits climatisés, tout ça. Et les usagers vont être entendus puisque les 2 grands chantiers à venir comprennent la rénovation de la salle d'embarquement des vols domestiques durant 2 ans à compter de cette année et la création de 2 nouvelles voies de circulation pour les avions afin de répondre à l'augmentation du nombre de compagnies domestiques. Coût des investissements de 2024 à 2026 pour ADT, plus d'1,8 milliard de francs. Nous vous en parlions brièvement hier. La flottille 25F vient de réceptionner son premier Falcon 50 Triton. C'est une petite révolution pour le sauvetage en mer et la surveillance de notre zone économique exclusive. Désormais possible de jour comme de nuit. Mais cette arrivée marque aussi la fin d'une époque, celle des emblématiques Falcon 200 Guardian. Une transition vécue dans les airs dans ce reportage signé Nicolas Pérez. 40 ans après de bons et loyaux services, les 5 Falcon 200, appelés aussi Guardian, arrivent en fin de carrière et laissent la place au Falcon 50 Triton. Avec 19 mètres d'envergure pour 10 tonnes, ce nouvel aéronef atteint une vitesse de croisière d'environ 900 km/h.
Surtout équipé de systèmes de détection performants, le Falcon 50 révolutionnera localement la recherche et le sauvetage en mer. L'arrivée de cet avion va complètement changer le profil des missions parce que ses performances sont augmentées sur tous les plans. On va commencer par le rayon d'action qui va pratiquement être augmenté de 40%. On va passer de 1500 à 2500 nautiques. On va également passer sur les capteurs, le radar à l'avant est un petit peu plus performant en termes de recherche. Et également, on va passer à une nouveauté sur cet avion. On va avoir une caméra thermique qui va nous ouvrir une capacité de travailler la nuit. Car avec l'ancien Falcon 200 et ses équipements rudimentaires, les équipages de la flottille 25F étaient cloués au sol dès la tombée de la nuit. Désormais, rien n'empêchera ces gardiens du ciel d'opérer 24 heures sur 24. Quand il sera 20h et qu'il faudra décoller pour un sauvetage en mer, on va répondre présent. Aujourd'hui, on avait une espèce de forme de frustration. On ne pouvait pas travailler la nuit car nos capteurs ne nous les permettaient pas. On était équipés de jumelles vision nocturne assez obsolètes, mais qui n'étaient pas efficaces sur zone. Aujourd'hui, ça a pu être le cas. On va enfin pouvoir aller voir ce qui se passe sur l'eau, dans nos zones économiques exclusives durant la nuit, et ce, dans toute la Polynésie, mais également autour de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis et Futuna. Si l'État investit dans ces équipements, ces spécialistes de la recherche en mer rappellent néanmoins qu'une opération de secours n'a de chance de succès que si les personnes en difficulté sont elles-mêmes équipées de moyens de détection. Il faut s'équiper de balises de détresse, de balises MOB AIS éventuellement, puisqu'on reçoit l'AIS aussi dans nos deux avions, et de lampes flash. Vraiment, même pour les gens qui font du kitesurf, du wing ou choses comme ça, si par hasard ils n'arrivent plus à rentrer et qu'ils restent la nuit, il faut vraiment s'équiper, ça coûte pas très cher, une lampe flash, et déjà les chances de les retrouver sont d'autant plus augmentées. Signe d'une montée en puissance des moyens militaires de l'État dans le Pacifique, ces nouveaux Falcon 50 seront en service durant 5 années au Fénoua. Ils seront ensuite remplacés par des Falcon 2000. Des avions nouvelle génération redoutables dans la détection de pollution et les trafics en tout genre. Au volet politique, l'Assemblée de la Polynésie tenait ce mercredi sa 3e séance de la session administrative. Après les récents mouvements dans la fonction publique, un temps de dialogue annuel avec les organisations syndicales est désormais figé dans une loi. Nous reviendrons sur les autres textes examinés aujourd'hui avec notre invité, Tematei Le Gaïk, mais d'abord le reportage de Laure Philibert et Hemanu Manutei. Anticiper pour éviter la rupture de dialogue. C'est l'objet du texte sur le statut général de la fonction publique proposé au vote ce matin à Taraheuï. Un calendrier de discussion fixé chaque année entre le 1er mars et le 30 avril et auquel le Conseil supérieur de la fonction publique s'est montré favorable. Il faut effectivement restructurer les cadres d'emploi de notre fonction publique. Il y en a 56, on n'en a peut-être pas besoin d'autant. Et surtout avec des inégalités internes importantes, si bien qu'un seul point d'augmentation du point d'indice va venir renforcer les inégalités internes. Si la majorité a voté pour, certaines voix s'élèvent pour aller encore plus loin. Intégrer dans la loi une disposition engageant le gouvernement à ouvrir d'ici 12 mois des états généraux de la fonction publique, associant élus, syndicats, administrations et experts sur la question des rémunérations, des statuts, de la mobilité et de l'attractivité. Lors du vote, le Tapura Wiratira s'est abstenu. Il s'exprime en faveur d'un dialogue élargi. Il consacre le rôle éminemment important du président de la Polynésie française comme seul interlocuteur légitime. Mais quand bien même il est le chef de l'administration, au-delà du caractère symbolique voulu par les techniciens, l'exclusivité de discuter avec le seul président du pays n'en reste pas moins restrictive. Sur les bancs des non-inscrits, Nicole Sanker et Théavé Chaumette se sont positionnés contre. Ce sont des discussions et des négociations qui doivent se faire avec l'ensemble du gouvernement et notamment la ministre de la fonction publique. Donc ce texte est en fin de compte pour bloquer toute revendication d'augmentation du point d'indice en dehors de la période fixée par le président. La ministre annonce par ailleurs un séminaire au cours du second semestre avec l'ensemble des agents de la fonction publique. Séminaire pour redéfinir l'organisation de l'administration, la refonte des cadres d'emploi et du régime indemnitaire. La réforme de la filière santé doit quant à elle aboutir à la mise en place d'une fonction publique spécifique. Et d'autres textes étaient à l'ordre du jour, comme celui sur le contrat de ville ou encore sur la modification du code de la concurrence. On en parle avec vous, Tematei Le Gaïk, représentant Tavini Wiratira à l'Assemblée. Bonsoir. Yorana.
Alors, on connaît les besoins urgents dans les quartiers prioritaires et vous-même, qui êtes engagé à Papeete pour les élections municipales en 2026, candidat officiel du Tavini. Pourtant, c'est la 5e prorogation du contrat de ville depuis 2015. Pourquoi est-ce que la réécriture du nouveau contrat prend autant de temps? Quels sont les obstacles concrètement? D'abord, je voudrais remercier la présidente Emma Van A, ainsi que l'ensemble des équipes du contrat de ville et l'ensemble des associations qui, depuis 2015, font vivre le CUX, ce contrat de ville de Mahina jusqu'à Papara et Moria Mayo, et qui permettent aux quartiers prioritaires d'obtenir des activités, des voies et moyens pour pouvoir sortir de leurs difficultés journalières. L'objectif de ce contrat de ville était de doter l'ensemble des communes de l'agglomération de Papeete, qui sont des quartiers prioritaires où il y a une concentration de multitudes de facteurs de difficultés, mal logement, sous-emploi, difficultés de mobilité, à avoir, par le biais d'associations, par le biais des communes, des dispositifs pour pouvoir les aider à obtenir un logement, un emploi, etc. Cette enveloppe n'est pas extensible. On le voit, depuis 2015, la Polynésie cotise à hauteur de 50 millions. Et ça fait 10 ans que la Polynésie continue à cotiser. Les communes ne veulent pas forcément se partager cette enveloppe. À la même hauteur. Et donc, un des sujets de ce renouvellement, c'est que est-ce qu'il faut intégrer d'autres grosses communes comme Tarawa, comme Uturwa, comme Bora Bora, qui sont aussi des communes où il y a des quartiers prioritaires. Mais tous les défis du financement. Si on augmente les communes, on augmente aussi les financements. Donc il faudra que l'État et le pays s'alignent sur cette augmentation de bénéficiaires. C'est ce qui bloque aujourd'hui. Pas forcément. Je pense que tous les acteurs doivent être mis autour de la table. On l'a entendu ce matin, tout le monde veut faire du CUX un FIP bis avec la possibilité de financer tous les projets inimaginables des communes. Je pense qu'il faut se recentrer sur l'objectif même du CUX, comment créer de l'activité, des bulles d'air au sein de nos quartiers prioritaires. Je le rappelle encore, vous êtes le candidat officiel du Tavini pour Papeete en 2026. Est-ce que c'est un tremplin pour viser encore plus haut la tête du pays, par exemple, plus tard? En 2022, lorsque je me suis lancé aux élections législatives, j'avais cette ambition d'abord de faire évoluer la jeunesse en politique et cette ambition à l'échelle nationale et polynésienne de faire évoluer les sensibilités liées aux questions d'enjeux statutaires. Ensuite, je me suis présenté aux élections d'élus à l'Assemblée pour essayer de pratiquer le fonctionnement du pays, son budget, ses compétences. Aujourd'hui, je me rends compte que si on veut atteindre nos objectifs qui sont fixés à la fois par le parti, mais aussi par cette nouvelle doctrine de la part des jeunes qui montent en politique, il faut s'attaquer au plus bas. Atteindre le plus haut? Non, d'abord le plus bas. L'échelon communal, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, c'est proche de la bise et proche de la claque. Donc on se rend bien compte des difficultés des gens au quotidien. Il ne faut pas forcément être le maire qui vient pour s'occuper que des poubelles et de l'eau, mais vraiment comment rendre cette attractivité de nos communes et pas à chaque fois dire que c'est la faute du pays, c'est la faute de l'État. Comment est-ce qu'on peut redynamiser à l'échelle municipale? Je pense que c'est le plus beau mandat qu'on peut avoir. Au plus près des administrés, donc on va parler d'un autre texte que vous avez porté aujourd'hui, la modification du Code de la concurrence avec une mesure forte, l'encadrement possible des prix de certains produits exonérés de taxes, une mesure qui a déjà fait débat. Ce texte remet en cause la liberté des prix. Est-ce que vous l'assumez aujourd'hui? Alors, d'abord 3 principes qui guident ce texte. Le premier, toute exonération fiscale doit bénéficier aux Polynésiens. Le deuxième principe, l'ensemble des acteurs économiques, ou du moins la majorité, sont des personnes honnêtes. Et je veux remercier tous les chefs d'entreprise, les 37 000 chefs d'entreprise qui se battent quotidiennement pour créer de l'activité dans notre pays. Si on met en place des exonérations fiscales, c'est pour créer de l'activité, c'est pour créer du dynamique, pour que les gens consomment. La difficulté, on s'est rendu compte qu'il y a des marges qui sont beaucoup trop importantes sur certains produits qui sont exonérés. Et donc, cette perte du pays bénéficie plus à des agents économiques qu'aux consommateurs. Vous parlez des marges, mais encadrer certains produits, les prix de certains produits, est-ce que ça ne va pas inciter les professionnels à répercuter sur d'autres produits? Alors, si je prends un exemple très simple que j'ai pris ce matin. Un produit coûte 10 000 francs. Sur ce produit, il y avait initialement 15% d'exonération fiscale que le pays déduit. Donc, en finalité, grâce à ce texte, ce produit doit coûter 8 500 francs.
S'il coûte toujours 10 000 francs, ça veut dire qu'un des agents économiques, entre-temps, s'est pris les 1 500 francs que le pays devait se prendre initialement. Grâce à notre texte, finalement... Et la réalité économique, est-ce qu'elle se limite à cet exemple? En fait, en finalité, les acteurs économiques ne vont rien perdre. C'est le pays qui perd tout, parce que c'est lui qui fait une déduction de sa taxe. Si l'acteur économique met sa marge qui est correcte, il ne va rien perdre. Mais si l'agent économique est allé au-delà de sa marge et il est allé grappiller sur la perte fiscale du pays, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il va avoir une perte. Donc si tout le monde pratique des marges raisonnables, personne n'est perdant, mis à part le pays, pour que le contribuable soit gagnant. Vous vous assurez que les acteurs économiques ne vont rien perdre. Pourtant, ce projet rappelle des idées évoquées lors du colloque sur la vie chère récemment. Et là, le patronat avait clairement levé le bouclier. Vous les avez écoutés? Alors, en ce moment, la situation sociale est un peu tendue, je le conçois, car il y a beaucoup de réformes fiscales, la réforme de la PSG, notamment le texte sur les RNS. Et je pense aussi l'objet de débat. Je pense qu'il faut tendre davantage l'oreille sur la question des RNS, parce que certaines propositions, il y a des seuils qui ne sont peut-être pas en accord avec la vraie situation économique de certains patentés. Je prends l'exemple des dividendes sur l'immobilier. On sait que beaucoup d'acteurs économiques capitalisent grâce à l'investissement dans l'immobilier. Et je pense que le seuil à 250 000 devrait être révisé pour être en accord avec les acteurs économiques. Mais encore une fois, le texte qui nous concerne, la loi sur la concurrence, c'est une perte fiscale que le pays se laisse perdre au profit des acteurs économiques. Lorsqu'on a pris la décision en 2023 de ramener la taxe sociale à 1%, les 9 milliards, il n'y avait pas de contrepartie. On l'a ramené dans l'économie. On l'a vu, les prix n'ont pas baissé. Aujourd'hui, on doit s'assurer que toutes les pertes fiscales doivent bénéficier aux contribuables. Une dernière question avant de clôturer cette interview, une question sur le sujet qui a été le plus longuement débattu ce matin, les jours fériés et notamment la suppression du 29 juin et l'instauration du 20 novembre. Les discussions ont plus tourné autour de l'opposition autonomiste et indépendantiste qu'autre chose. Cette nouvelle date ne fait pas non plus l'unanimité, ne fait pas plus l'unanimité que l'ancienne. Quel est votre avis? Alors, je ne sais pas si on aura le temps de discuter rapidement, en profondeur sur ce sujet. Écoulé déjà. Je pense que tous les groupes politiques sont d'accord sur le fait de célébrer le 20 novembre. Car Matari est une fête importante qui nous dépasse, qui nous précède. Et c'est une date où notre peuple peut se fédérer. Maintenant, les acteurs économiques, pour aller dans leur sens, nous ont demandé de ne pas rajouter un jour férié supplémentaire car c'est un coût énorme pour les entreprises et pour l'administration. Donc il fallait choisir une date à retirer. Quand on regarde le calendrier, on ne peut pas retirer Pâques, on ne peut pas retirer Noël, on ne peut pas retirer le 1er novembre, on ne peut pas retirer le 5 mars. D'innombrables dates symboliques dans la religion, le 8 novembre. Le 29 juin n'est pas assez symbolique dans l'histoire de la Polynésie? Je pense on l'a rattaché à la personne de Gaston Floss, mais au-delà de ça. Vous savez, j'ai rencontré Gaston Floss il y a 2 mois, qui me dit qu'il faut évoluer sur la question de l'autonomie. Alors, il le dit depuis certaines années, puisqu'il est favorable à un statut d'État associé. Peut-être que pour des raisons politiques, il voudrait dire que le 29 juin, il faut le maintenir. Mais je pense que si on est tous d'accord sur le fait que le 29 juin n'est pas une date qui fédère, ça ne veut pas dire que prochainement, il ne pourrait pas y avoir une date supplémentaire qui pourrait nous fédérer. Donc supprimer une date et on recrée une autre. L'essentiel, c'est que ces dates puissent nous fédérer. Merci Temade Le Gaïc d'avoir accepté notre invitation ce soir et pour ces éléments de réponse. Maruru. Tension apaisée au centre de détention de Tatuto à Papeari après un 4e rassemblement devant les grilles de l'établissement ce matin pour dénoncer le management de la direction. Le mouvement a finalement été levé cet après-midi à l'issue d'une rencontre jugée constructive. Le syndicat FO Justice a obtenu des excuses de la chef d'établissement à la suite de propos jugés irrespectueux ainsi qu'une réunion au commissariat. Les grévistes dénonçaient également des problèmes techniques au sein de la structure et demandaient une amélioration de leurs conditions de travail. On écoute Karl Manutei, secrétaire territorial de FO Justice, interrogé par Thomas Chabrol en fin de matinée. On a déploré son attitude condescendante et outrecuidante. On lui a demandé d'être plus humaine, d'être bienveillant avec nous et de prendre en considération toutes nos doléances, plutôt au niveau de notre bien-être. Ce matin, elle nous a présenté ses excuses devant le directeur interrégional, M. Queneau. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce qu'elle a quand même... il a fallu que nous, on se déplace au niveau du Haut-Saria pour qu'elle puisse nous présenter ses excuses. Aujourd'hui,
On doit se voir à 14h pour essayer de trouver une porte de sortie à ce conflit social qui dure quand même depuis le début avril. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que nous allons trouver une solution pour sortir de ce climat social délétère. Je vous le disais, la rencontre prévue à 14h a été jugée constructive. D'autres réunions sont programmées pour avancer sur les points de revendication. En bref, à Rayatea, la mairie de Uturua a été la cible de vols dans la nuit de samedi à dimanche. L'auteur des faits serait passé par le plafond. Un ordinateur et un coffre d'une valeur de plus de 40 000 francs ont été dérobés et la gendarmerie informée. À Uturua, toujours, un marché très attendu a ouvert ses portes ce matin, place Toahurinihi, le Matete Whenua. Pendant 6 jours, plus d'une soixantaine d'exposants feront découvrir les richesses agricoles et artisanales locales. Une majorité d'entre eux sont des agrotransformateurs, une filière mise en lumière dans ce reportage signé Jessica Doucet. Il y a encore quelques années, les foires agricoles, c'était surtout ça. Des tubercules, des régimes de bananes, des sacs de taro. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Plats cuisinés, jus glacés, chips artisanales, bienvenue dans l'ère de l'agrotransformation. Ici, on fait du sirop à partir des fruits de saison. Et les ingrédients en fait viennent des agriculteurs bio. Il y a des produits que j'essaye ensemble, tu vois, l'hibiscus citronnelle, j'essaye. Quand ça plaît à mes enfants, généralement, je le fais. Un processus simple, local et zéro gaspillage. Moirani le maire, lui, transforme 100% de la production de son fa'apu, comme ses frites de manioc toutes chaudes, prêtes à la dégustation. Le choix est de montrer à la population qu'avec notre Mahutu, on peut faire de belles choses. Et on propose aussi des boulettes de manioc. À l'intérieur, il y a du poisson séché, un peu de tout, quoi. Avec de la salade, avec des feuilles de moringa, tout ce genre de choses-là. Hein. Tous les fanois, c'est... Rewa, ça vient du papu et on n'utilise que ce que la nature nous offre. Hein. Voilà. Du jardin à l'assiette, mais aussi de la mer au bocal, cette famille de pêcheurs transforme le poisson pêché à Eyate en conserve faite maison. Mon frère est pêcheur, on a grandi dans la pêche. Du coup, on s'est dit, ouais, pourquoi pas transformer du poisson quand on en a beaucoup et qu'on n'arrive pas à liquider dans la vente. Du coup, moi, j'ai choisi la transformation de poisson qui était des recettes familiales. Voilà. Je transforme l'espadon parce qu'il a une chair plus résistante comparée au thon, à plusieurs saveurs. En fait, là, par exemple, ce qui marche le plus, c'est le gingembre et les saveurs paprika. Le Matete Whenua est plus qu'un marché, il incarne un modèle, celui d'un pays qui veut produire et consommer local. Nous importons 75% de production de la consommation et 25% de la production locale. Aujourd'hui, on essaie d'inverser, donc c'est d'augmenter notre production locale. Si on parle de la transition alimentaire, il n'y a pas d'autre issue. Il faut faire de la transformation. Je prends un exemple. Quand un agriculteur il plante les patates douces, il récolte au moins 5-10 tonnes. Il ne peut pas commercialiser tout de suite. Il va vendre ce qu'il y a à vendre et le reste, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire de la transformation. Prochain projet de la CAPL, développer le secteur bovin et porcin au Whenua. En attendant, la rencontre entre les producteurs et les consommateurs se poursuit jusqu'à dimanche midi. Et avant de se quitter, une nouvelle que l'on aurait préféré ne pas vous annoncer. Les Tikitois sont éliminés du mondial de beach soccer sous pression après 2 défaites face au Chili et au Sénégal. Les Tahitiens ont été lourdement battus par l'Espagne 8-3, terminant ainsi la phase de poule sans une victoire. Les réactions du capitaine Remana Lifunkui et de Tamatoa Tetawira au micro d'Olivier Huc et quant à la cour. Non, j'ai fait une grosse déception ce soir. Quand on avait à cœur de remporter ce match, on savait qu'il fallait qu'on remporte ce match avec 2 buts d'écart pour espérer passer en quart de finale. Voilà, ce soir, on est tombé sur une grande équipe d'Espagne et on a vu que le fossé commence à se creuser entre les équipes professionnelles comme l'Espagne et nous. Ça commence à être dur de tenir la distance avec eux. Donc voilà, en tout cas, on s'est battu. On a tout donné ce soir, je pense que les garçons ont tout donné ce soir. Après, voilà, ça nous a pas souri. C'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Et voilà, c'est un chapitre qui se termine ce soir avec nous. Comme on a pu le constater, l'Espagne était au-dessus de nous. Mais bon, c'est des détails et des petites erreurs de notre part qui a fait que l'Espagne a gagné ce match. Mais on ne s'arrête pas dessus.
on rentre à la maison et puis on continue de travailler pour les prochaines Coupes du Monde qui arrivent. Voilà, au programme de votre soirée, dans un instant, on retrouverait Ramzi Malouki dans Ciné Nuit, puis de nouvelles épreuves attendent les aventuriers de Koh Lanta. J'en profite pour vous rappeler que dès demain et jusqu'au 11 mai, l'incontournable foire de mai ouvre ses portes au Parc Expo de Mamao. Sur place, plus d'une centaine d'exposants et peut-être des idées cadeaux à l'approche de la fête des mères. Très belle soirée à tous, à demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.